Le concept de justice internationale et même la mise en œuvre de cette justice internationale a beaucoup progressé dans le monde. Depuis 2003 et son entrée effective, il y a eu quand même des procès qui ont eu lieu, mais surtout 111 États aujourd'hui ont déjà ratifié le statut de Rome. Une quarantaine d'États ont mis en œuvre la compétence universelle, donc on voit que cela progresse. Un des événements majeurs également en 2009, c'est le mandat d'arrêt international qui a été lancé à l'encontre du président soudanais El-Béchir pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la région du Darfour. Alors par contre, effectivement, on a des difficultés à aller plus loin. Un des handicaps majeurs, c'est que les États-Unis, la Chine et la Russie, qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont dans le groupe du G20, des leaders mondiaux, que ce soit au niveau économique ou politique, n'ont toujours pas ratifié le statut de Rome. Et derrière, ce que l'on voit, c'est des États qui ne veulent pas s'engager à poursuivre leurs propres ressortissants si justement ils ont commis des génocides, ils ont participé à des génocides, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Mais il y a aussi le fait de préserver les alliances politiques, les alliances régionales. On le voit par exemple dans la situation d'Israël, territoire occupé avec la Palestine, et le rapport Goldstone. On voit aussi avec la question du Sri Lanka. Et finalement, derrière tout ça, un des enjeux majeurs pour les années à venir sur la justice internationale, c'est le fait que le droit des victimes passe avant des objectifs politiques ou économiques. Au niveau européen, ce que nous avons observé, c'était déjà une première faille dans les questions des droits humains en Europe, avec, à partir de 2001, la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis et ses alliés. Là, on a vu le système des restitutions, la mise en œuvre de politiques sécuritaires très forte, à l'encontre très souvent des droits individuels. Et ça ne s'est pas amélioré. Et maintenant, avec la crise économique, on voit arriver une deuxième vague, justement, de diminution du respect des droits en Europe. Ça se traduit notamment par une montée des discriminations, une montée du racisme, de la xénophobie, que ce soit à l'encontre des Roms, mais pas uniquement, c'est aussi vis-à-vis des migrants, c'est également, par exemple, dans les pays baltes ou dans certains pays d'Europe centrale, les discriminations à l'encontre des homosexuels. Donc là, il y a vraiment des progrès à faire et on alerte à ce niveau-là. Mais il y a un autre gros problème aujourd'hui en Europe, c'est quand même la question de la Russie et les violations qui sont quand même très importantes, pas seulement dans le Caucase du Nord, hein, où il y a les questions des disparus, les exécutions extrajudiciaires, mais également les assassinats de défenseurs, la torture qui est pratiquée quasi systématiquement, ou les crimes racistes. Et on ne peut que déplorer que l'Europe ne réagisse pas par rapport à ça et n'interpelle pas la Russie par rapport à ces violations graves. Aujourd'hui, Amnesty International ne prend pas à partie juste les États qui ont ratifié les conventions internationales, également les acteurs armés, hein, comme on l'a pu faire dans différents conflits, et surtout les acteurs économiques, dont les entreprises multinationales, qui trop souvent sont à l'origine de violations graves des droits humains. Alors malheureusement, les choses n'avancent pas aussi vite que nous on le souhaiterait, notamment sur les questions de responsabilité sociale des entreprises, comme on peut le voir avec le cas de Bhopal, où ça n'a toujours pas débouché sur une justice réelle pour les victimes de ce grand désastre, comme on peut le constater également par rapport à la situation du delta du Niger avec les compagnies pétrolières, mais il y en a beaucoup d'autres dans ce sens. Par contre, ce qu'on a vu, et ça c'est une avancée vraiment majeure et très significative, justement par rapport au Nigeria, c'est en fin d'année 2009, il y a 4 ressortissants nigérians qui ont déposé une plainte devant une cour aux Pays-Bas contre Shell, justement pour pollution et atteinte à leurs droits. Et cette plainte a été jugée recevable. Donc là, on voit vraiment peut-être une possibilité d'ouverture très importante. Et puis sinon, globalement, l'idée fait son chemin et on a bon espoir d'aboutir.
Sincèrement, ça reste de l'ordre du symbolique. Déjà, quand on parle de peuple autochtone, c'est vrai qu'on a on se focalise davantage sur l'Amérique latine, mais même en Amérique latine, où la Convention de l'OIT, la déclaration ont été adoptées massivement, eh bien, on voit bien, continuent à être victimes de discrimination, de harcèlement, les questions de la terre, les questions dans le respect de leur droit à la terre par rapport aux intérêts miniers, pétroliers sont très souvent bafoués. Donc, non, c'est même en Amérique latine, où c'est disons, c'est là où ils sont le plus avancés, ça reste un enjeu très fort. Mais il faut voir que ce n'est pas qu'en Amérique latine. Et par exemple, nous avons lancé une action dans l'état de l'Orissa en Inde, où il y a des populations autochtones, et pour là aussi des projets extractifs, eh bien petit à petit leur territoire se réduit, il est de plus en plus pollué, et on voit bien que quel que soit finalement le continent, les populations autochtones aujourd'hui sont très menacées, et les États ne vont pas dans le sens de respecter leurs droits.